de votre communication. Je crois qu'on peut applaudir cette communication. J'appelle Thierry Lebray pour la communication suivante. Je vous signale, pour ceux qui ne sont pas habitués à l'Académie nationale de chirurgie, que dès vendredi matin, vous pourrez voir sur Internet l'ensemble de la séance qui est filmée et qui est retransmise. Vous faites Académie de chirurgie et vous avez les séances de l'Académie en direct. Alors, je donne la parole à Thierry Lebray, qui est secrétaire général de l'Association française d'urologie, sur le sujet étude de la démographie urologique en France. Dans le questionnaire qu'on vous avait envoyé, on s'aperçoit, et je vous le montrerai tout à l'heure, que le nombre de structures qui ont fait des études démographiques un petit peu poussées est relativement faible, et c'est sûrement un sujet qu'il faudra qu'on s'approprie. Thierry. Messieurs les académiciens, chers collègues, chers amis et chers maîtres pour beaucoup d'entre vous, c'est avec grand plaisir que je viens vous parler des études qui ont été faites par l'Association française d'urologie pour reconnaître un petit peu l'état des lieux et surtout les perspectives de notre spécialité. Alors vous voyez ici l'urologue qui reste un chirurgien mais qui regarde son passé avec notre illustre ancêtre Félix Guyon qui a compris très vite qu'il fallait avoir plusieurs cordes à son arc, en particulier l'endoscopie. Il regarde aussi la chirurgie traditionnelle que vous avez à gauche avec le bistouri qui reste une arme d'une efficacité redoutable. Les évolutions techniques avec la robotique, mais aussi avec les traitements physiques, comme par exemple ici l'ablatherme. Mais nous restons une spécialité médico-chirurgicale et nous n'avons absolument pas abandonné les médicaments. Alors, lorsqu'on regarde un petit peu l'évolution de la spécialité et surtout l'état des lieux et de ce qu'il va se passer dans les années prochaines, il faut essayer de voir quels sont les besoins que notre spécialité, et ça peut être applicable à toutes les spécialités, va avoir besoin d'étudier. Quand on est en charge d'avoir une étude prospective sur les besoins, il y a deux paramètres importants, le flux de patients et puis les domaines de compétences. Et si l'un et l'autre varient, eh bien, on peut avoir des résultats franchement différents. Pour ce qui est des flux de patients, là, la situation est très simple en France. On a un vieillissement de la population et vous avez la courbe ici que l'on connaît bien, avec un indice de vieillissement qui ne cesse de croître. Il était à 67% en 2005 pour être à 71% en 2010, 94% en 2013. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rapport des plus de 65 ans sur le rapport des moins de 20 ans est en train d'augmenter de manière drastique. Et donc, on sait très bien que l'offre de soins va augmenter, en particulier dans les pathologies qui touchent des organes qui vieillissent. Et on sait très bien que la vessie et la prostate, par exemple, sont deux organes qui vieillissent énormément et qui, au cours de l'évolution de l'homme, vont développer des pathologies spécifiques. Il y a des comportements sociétaux, et on sait par exemple que sur l'incontinence urinaire, qui avant n'était que peu traitée, et bien maintenant il y a vraiment un challenge pour qu'il y ait une prise en charge de cette pathologie féminine à l'échelon national. Il y a des mouvements migratoires, il y a les phénomènes de gentrification qui vont être des paramètres que l'on va prendre en compte pour voir un petit peu comment on va évaluer ce flux de patients. Et puis ensuite, il y a les domaines de compétences, et vous savez qu'il y a des domaines de compétences qui sont simples à établir, d'autres qui sont un peu plus difficiles, parce qu'il y a des complémentarités et des spécialités frontières, comme par exemple chez nous la gynécologie ou la cancérologie, et c'est vrai que de temps en temps, on a dans ces domaines de compétences des variations. Alors, fort de ces données-là, eh bien, on a fait une étude qui a été publiée en 2011 sur l'état des lieux. Et contrairement à ce qu'on peut croire, c'est très difficile de savoir le nombre de spécialistes dans une discipline, car si nous interrogeons le CNOM, quand nous regardons le Rosenwald ou que nous avons les chiffres de l'ADELI, eh bien, nous avons des chiffres totalement différents. Hier encore, j'étais à l'INCA où il m'a été annoncé 700 urologues pratiquants, alors que nous sommes, lorsque nous sommons toutes ces informations, plus de 1200. C'est très important parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que très peu de données sont connues et sont publiques, donc il faut faire cet état des lieux, et c'est ce que l'on a fait en 2011. On forme aujourd'hui entre 25 et 30 urologues par an, et ces données sont parfaitement fiables, d'abord par la FU et puis la FUF, qui est l'organisation identique, mais pour les jeunes. Alors, il faut savoir que l'urologie est une des spécialités aussi où il y a le plus faible taux de diplômes étrangers qui s'installent en France dans le public. Vous savez que certaines spécialités, dans la chirurgie digestive, on est aux alentours de 70%. Aujourd'hui, en urologie, vous voyez que nous sommes à 18%, c'est-à-dire que 18% des urologues qui s'installent dans le secteur public n'ont pas une filière française. Ce chiffre est très important et je pense qu'il faut le rappeler parce que ça donne un peu l'état des lieux de l'attractivité d'une spécialité.
Lorsqu'on regarde au cœur de cette étude la population, on s'aperçoit que, eh bien, si on lit la dernière ligne, qui est le plus simple, c'est les pourcentages cumulés par rapport aux âges. Vous voyez que les moins de 65 ans, c'est-à-dire ceux qui sont juste avant la retraite, représentent 11% de la population urologique. Et quand vous descendez progressivement, vous voyez qu'en dessous de 60 ans, eh bien, il y a 28%, etc., etc. C'est-à-dire que vous avez des tranches d'âge. Et le chiffre qu'il faut retenir, c'est que de moins de 50 ans, il y en a de plus de 50 ans, il y en a 40%. Ça veut dire que dans les années qui arrivent, il va falloir renouveler toute cette population d'urologues. Lorsqu'on regarde maintenant sur le territoire national, autre élément très important pour savoir si géographiquement nous couvrons toutes les régions françaises, ou plutôt tous les départements sur cette carte. Eh bien, on s'aperçoit d'abord qu'on a un chiffre brut qui est celui de 2,1 urologues pour 100 000 habitants. Ce qui est assez fort si on regarde des pays voisins comme l'Irlande ou l'Angleterre, où les urologues sont restés purement chirurgicaux, ce qui est un peu faible, par exemple, par rapport aux Allemands, où les urologues se sont scindés en médecins ou en chirurgiens, mais ce qui est à peu près comparable avec nos amis belges et nos amis suisses. Et très clairement, la politique des urologues dès les années 90 a été de conserver la double appartenance médicale et chirurgicale. 50% de la population française est à moins de 5 km d'un urologue. Je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup d'autres spécialités qui puissent donner un chiffre tel quel. C'était fait par cette enquête qui a été extrêmement bien documentée et qui a permis de voir par rapport à la localisation géographique où il y avait des trous dans la répartition géographique. Et vous voyez qu'il y a quelques départements comme les Alpes, la Lozère ou l'Aveyron où effectivement là, eh bien, il y a une population qui a plus de 40 km d'un urologue ou d'un centre d'urologie. Si on regarde la répartition sur la France, globalement, on pourrait être à peu près satisfait. Il y a quelques petites taches rouges, mais globalement, c'est assez bien. Par contre, lorsqu'on regarde en bassin de population, et ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental, on a une méthode qui s'appelle la méthode Mirabel, qui est de l'INSEE, et qui consiste à voir le nombre d'hospitalisations issues d'un code postal vers un pôle hospitalier sur la somme des hospitalisés issus du code postal A. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'il y a un urologue près de la maison qu'on va aller le voir. Pour quelle raison? Eh bien, tout simplement parce qu'est apparu en urologie quelque chose qui est bien connu dans d'autres spécialités comme l'orthopédie, c'est la surspécialisation. Et aujourd'hui, très clairement, la population française se déplace plus pour aller voir quelqu'un de surspécialiste plutôt que d'aller vers un spécialiste généraliste. Vous voyez ici que des territoires qui ne dépassent pas 50 000 habitants, c'est-à-dire des bassins de population très faibles, où les gens vont pouvoir aller très rapidement voir quelqu'un de compétent, sont peu nombreux, 16,5%, c'est essentiellement les grosses métropoles. Par contre, lorsque l'on est dans des régions plus désertiques, comme par exemple la Mayenne ou bien le centre de la France, eh bien on a des bassins de population qui sont beaucoup plus importants. Cette répartition-là induit également des qualités de soins qui peuvent varier. Et c'est vrai que cette carte-là, qui reste un petit peu une carte d'épine dans le pied, montre que l'incidence de la mortalité urologique, c'est-à-dire ce qu'on peut dire les échecs thérapeutiques, eh bien, est beaucoup plus forte dans les régions où il y a une faible implantation des urologues, c'est-à-dire qu'on a probablement des régions où il y a une sous-médicalisation qui apparaissent tout simplement parce que l'on peut définir, grâce à cet indice Mirabel, des bassins de population qui sont trop importants et donc un déplacement de population trop important. Élément très important qui est de politique, mais que je pense c'est important de rappeler dans une aussi illustre assemblée que l'Académie de chirurgie, c'est que l'urologie a développé un concept de prise en charge horizontale. Je vous ai mis ici des données sur des pathologies que tout le monde connaît. Et si vous prenez la première ligne, vous avez l'hypertrophie bénigne de la prostate. On en parle beaucoup aujourd'hui avec l'annonce présidentielle. Mais vous voyez que l'on peut, avec cette surspécialité de prostatique, on a la possibilité, bien sûr, d'avoir recours à la chirurgie, et la chirurgie classique, l'adénomectomie, mais aussi la chirurgie robotique, avec une technique qui permet d'enlever l'adénome de prostate sous célioscopie ou sous robot. Bien sûr, on a l'endoscopie, mais on a aussi tous les nouveaux traitements physiques avec le laser, avec les embolisations des artères à destinée prostatique, et puis bien sûr les médecins. Et lorsque vous regardez la prise en charge de ces patients-là, eh bien c'est le même médecin qui le fait,
Et ça, je crois que c'est ce qui est probablement ressorti le plus de toutes nos enquêtes démographiques, épidémiologiques que l'on fait au sein de notre Association française d'urologie. On pourrait exactement dire la même chose sur la dernière ligne, le cancer de la vessie, avec bien sûr toujours les cystectomies et les néovessies qui se sont développées. Et là encore une fois, dans tous les domaines, on a une recherche qui est parfaitement active sur les techniques chirurgicales. Bien sûr, ça se développe avec les nouvelles technologies comme le robot, mais bien sûr, nous gardons aussi la résection classique de vessie et puis les nouvelles techniques avec, par exemple, l'utilisation de la fluorocéine avec l'Exvix et des drogues que l'on utilise au quotidien qui sont des chimiothérapies. Et lorsque nous allons discuter en fin de topo des spécialités frontières, en particulier sur la cancérologie, vous allez voir que vous allez être très étonné sur les droits et sur la législation qui régissent la pratique de la cancérologie chirurgicale. Donc vous voyez ici que cette politique a été une politique transversale qui a conduit à ce que lorsqu'on regarde l'OAP, qui n'a rien à voir avec un problème respiratoire, mais qui est l'outil d'analyse du PMSI, eh bien on s'aperçoit que sur les 700 000 séjours en hospitalisation urologique, eh bien vous avez quasiment autant de chirurgie que de médecine. Lorsque l'on veut se projeter dans l'avenir, voilà comment va évoluer la discipline, et je pense que chaque spécialité devrait avoir cette vision-là pour savoir quelle est la demande en 2020 de la population française. On voit que si l'on regarde en cancérologie, eh bien très clairement, 2 cancers vont avoir une incidence en augmentation. La prostate par le vieillissement de la population, ce qui ne veut pas dire qu'on traitera tous les patients, mais en tous les cas, l'incidence va augmenter. La vessie, car le tabac ne recule pas, et avec le vieillissement de la population, on a une incidence qui augmente, alors que les 2 autres cancers restent à peu près stables. On pourrait décliner comme ça toutes les pathologies qui touchent l'appareil urinaire et génital masculin. Il y en a quelques-unes qui diminuent, comme toute la traumatologie par exemple, car vous savez que les accidents de la voie publique diminuent et donc tous les problèmes de traumatisme rénaux ou de traumatisme de l'urètre eh bien, ont tendance à diminuer, de la même manière que beaucoup de malformations qui sont mieux prises en charge en chirurgie infantile eh bien, ont moins de conséquences, même s'il reste des carences dans ce domaine, dans la prise en charge en particulier de l'adolescent ou de l'adulte jeune. Alors, c'est vrai que cette politique-là, elle est basée sur ce que je vous donne comme chiffres, et puis aussi de l'expérience de nos aînés. Et pour prendre une autre discipline que la mienne, si on regarde la chirurgie de l'ulcère, dans les années 60, eh bien, vous vous souvenez certainement de toute cette discussion qu'il y avait sur les vagotomies sélectives, suprasélectives. J'arrêterai là car je serais bien incompétent de continuer devant une telle assemblée. Mais globalement, une fois que les anti-H2 sont arrivés, toute cette chirurgie a disparu. Nous avons gardé ça à l'esprit et lorsque aujourd'hui on se trouve confronté à la chirurgie de la prostate, vous savez que toute la discussion aujourd'hui qui occupe au moins 10% des discussions chirurgicales sur la prostatectomie, c'est sur les bandelettes neurovasculaires et on a l'impression de retrouver le nerf de la targée et de se dire à discuter à comment mieux préserver alors qu'on sait que peut-être dans 5 ans, eh bien, cette prostatectomie ne sera plus d'actualité. Cette actualité-là veut dire qu'on doit s'occuper de tout ce qui est autour de la chirurgie pour mieux garder cette chirurgie intacte. Aujourd'hui, très clairement, lorsque l'on s'adresse à nos jeunes collègues et lorsqu'ils sont en voie de formation, comme les ORL, nous gardons cette idée que nous avons une spécialité médico-chirurgicale et ça, c'est un choix politique majeur. Et je dirais que c'est parce que l'on pense que la chirurgie reste un des meilleurs traitements, en particulier de la cancérologie, qu'on s'intéresse à tout ce qui est autour. Pourquoi ? Eh bien, pour maîtriser nos indications et garder cette approche fonctionnelle et cette approche de spécialiste d'organes plus que de spécialiste d'une technologie. Aujourd'hui, la monothérapie, et vous le savez tous dans votre discipline, a vécu dans une grande majorité des cas. Nous sommes maintenant dans des traitements multimodaux. Le spécialiste d'organes qu'est le chirurgien urologue, mais qu'est le chirurgien digestif, qu'est l'orthopédiste, doit être donc le chef d'orchestre d'un orchestre où on va pouvoir jouer avec un peu de radiothérapie, un peu de médicaments, un peu de ceci, un peu de cela. Mais globalement, c'est exactement ce que l'on enseigne aux plus jeunes. L'exemple, par exemple, des tumeurs de prostate qui dépassent la glande prostatique va nécessiter certes la chirurgie, mais dans un contexte de radiothérapie adjuvante et d'hormonothérapie. Et si nous n'avons pas cette maîtrise, eh bien, nous allons passer à côté des bonnes indications et surtout nous allons polluer le débat avec nos collègues.
Ce que je dis souvent aux internes, c'est ce que je vous ai cité en premier, c'est parce que nous sommes persuadés que la chirurgie c'est le meilleur traitement que nous devons garder notre leadership et que nous devons prendre en charge la globalité des patients. S'intéresser, investir, connaître et assurer une prise globale pour améliorer la qualité des soins des patients, maîtriser les indications, garder le leadership, renforcer la recherche et la surspécialisation. Voilà une des diapositives que je mets ici avec beaucoup de modestie, mais c'est celle qui conclut très souvent les topos que je fais pour les plus jeunes, pour les encourager certes à s'investir dans la chirurgie qui reste notre domaine de compétence et qui attire toute notre passion, mais qui ne doit pas s'isoler. Et je pense qu'aujourd'hui, qu'un chirurgien isolé est un chirurgien qui ne maîtrisera plus rien demain. La recherche, c'est exactement la même chose. Vous avez une nouvelle molécule qui arrive en cancérologie. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle va être donnée en deuxième ligne métastatique, c'est-à-dire très loin de nos préoccupations, dans des temps experts de cancérologie. Si nous ne nous en occupons pas, nous ne connaîtrons pas les effets secondaires, nous ne connaîtrons pas le maniement. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, de la deuxième ligne métastatique, on va arriver en première ligne parce qu'elle est efficace. Puis ensuite, vous allez la voir en adjuvant dans le haut risque. Là encore, le chirurgien est préservé, mais le jour où il devient en néo-adjuvant, eh bien, le chirurgien n'est plus maître. L'exemple que je peux vous donner dans ma spécialité, la cystectomie, on a des cancérologues qui nous poussent pour dire le néo-adjuvant devient indispensable. Nous avons une formation d'oncologues et nous savons discuter avec eux pour leur prouver que cela n'est pas vrai et nous gardons les indications. Sinon, autrement, un patient qui a une tumeur de vessie va se retrouver chez l'oncologue qui, à son bon vouloir, nous le réadressera s'il veut. Donc vous voyez ici que c'est peut-être un combat syndical, peut-être qu'il n'a pas lieu d'être à tous les moments de la vie, mais aujourd'hui, surtout dans une assemblée de chirurgiens, perdre la maîtrise de nos indications, c'est perdre la valeur de notre métier et il faut absolument lutter contre ça. Si je veux être encore plus provocateur, eh bien, je vais vous dire qu'aujourd'hui, on a un gros souci. Et je vais prendre mon cas personnel, je suis DES de chirurgie générale et je suis DESC de chirurgie urologique. Au Conseil national de l'ordre, on m'a expliqué que je n'avais pas le droit de retirer un rein, que je n'avais pas le droit de retirer une vessie, que je n'avais pas le droit de retirer une prostate dès lors qu'elle était tumorale, car je n'étais pas cancérologue. Vous voyez jusqu'où peut aller l'aberration si on laisse les politiques ou les autres sociétés décider à notre place. Il est très clair que pour ceux qui me connaissent, la 90% de mon activité est sur la cancérologie, en particulier sur le cancer de la vessie. En urologie, on est extrêmement impacté par cette problématique puisque vous voyez que les chiffres sont importants. Près de 100 000 nouveaux patients par an sont atteints de cancer urologique. Il est très clair que nous pouvons parler d'une certaine bataille avec nos collègues oncologues médicaux qu'il va falloir gagner et que nous sommes en train de mener de front avec la FSM, avec la FNS2O pour essayer justement de garder notre discipline intacte. C'est la même chose avec d'autres spécialités frontières où là, nous sommes plus dans l'amitié que dans la compétition, en particulier avec la gynécologie et les troubles de la statique pelvienne. Alors, et vous voyez qu'on pourrait avoir d'autres étendues. Pour presque conclure, je vous dirais qu'après vous avoir donné les quelques chiffres importants sur ce qu'était l'urologie aujourd'hui, de vous avoir donné quelques perspectives sur les flux de patients et la demande d'offres de soins qui sera devant nous dans les années 2020, eh bien aujourd'hui, quand on projette en nombre d'urologues, quand on voit l'augmentation prévue des soins sur l'appareil urinaire et sur l'appareil génital masculin des hommes et des femmes adultes, lorsque l'on parle de la féminisation, qui n'est absolument pas un problème, mais au contraire qui renforce la puissance de notre spécialité, mais qui va falloir intégrer des congés de maternité, des congés de scolarité, etc., eh bien, il va falloir voir qu'aujourd'hui, on peut très clairement dire qu'il y aura un déficit dès 2015 des urologues pour assurer le soin de la population. Quelles sont les possibilités? Il n'y en a pas 36. Soit on augmente le nombre d'urologues, soit on augmente le nombre de collaborations interprofessionnelles. Et c'est vrai que nous débutons un travail très important sur des domaines d'expertise que l'on a et qui sont délégables. Aujourd'hui, facilement sur le bilan urodynamique, sur les injections intracaverneuses, mais demain, potentiellement, sur l'endoscopie. Les infirmières vont être formées pour faire les fibroscopies, pour contrôler, par exemple, les tumeurs de vessie. Pourquoi avoir 10 ans d'études ou 13 ans d'études pour simplement regarder une caméra pour voir s'il y a une framboise dans la vessie?
Les maisons d'urologie essaient aussi de gagner en efficience avec probablement, en plus de la surspécialisation, essayer d'avoir un effectif de 50% de connaissances communes de façon à permettre d'assurer les urgences. Alors, et dernière diapositive, ce que sera l'urologie de demain ? Nous sommes en train de travailler avec la CNIPI sur la formation. Vous savez qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics aimeraient réduire la formation chirurgicale pour essayer de gagner en termes financiers sur cette formation qui est longue. Aujourd'hui, très clairement, le tronc commun d'urologie n'est pas menacé. Il est très clair que tout ce qui peut être trouble de l'appareil urinaire à type de miction, à type des urgences, à type de l'approche médicale doit être conservé. Et potentiellement, ce que l'on est en train de discuter, et qui est pour l'instant qu'un projet, c'est d'avoir ensuite une surspécialisée en 4 pôles que vous découvrez ici, de façon à ce qu'en plus de l'urologie générale que l'on aura dans le tronc commun, le clinica ou l'équivalent, si le clinica doit disparaître, sera tourné vers des surspécialités afin que l'on puisse créer vraiment une dynamique autour de l'amélioration d'efficience des urologues dès 2020. Aujourd'hui, les prévisions nous laissent penser que nous aurons besoin d'accroître de 20% le nombre d'urologues d'ici 2020-2025, ce qui veut dire qu'à la place de 30 urologues, il faudrait passer à 40 urologues formés par an. Voilà, je vous remercie, je suis prêt à répondre à vos questions sur ces enquêtes. Merci. Avez-vous des questions à poser à Thierry Lebray ? Roland Parc. Tu attends le micro, s'il te plaît, Roland. Oui, je me permets de prendre la parole. Félicitations à Thierry Lebray pour cet exposé, mais je suis très gêné par ce qu'il a dit sur le Conseil de l'Ordre. Je crois être l'un des seuls chirurgiens, j'en suis même certain, du Conseil national de l'Ordre des médecins. J'ai reçu avec des collègues Thierry Lebray et je lui ai donné notre politique qui est de défendre le fait que la cancérologie fasse partie de toutes les disciplines chirurgicales. Donc, on n'a jamais pensé ni dit. Alors, si vous avez rencontré d'autres personnes au Conseil de l'Ordre, c'est ce que vous avez dit. Oui. Si vous avez rencontré d'autres personnes au Conseil de l'Ordre, à la sortie, donnez-moi les noms pour que j'aille les voir, mais on n'a jamais eu cette politique. Alors attendez, probablement mal exprimé. Réglementairement, il y a 2 choses. Il y a le souhait du Conseil de l'Ordre, et là, on a un soutien. Et quand je vous ai rencontré, il y a un soutien massif du Conseil de l'Ordre pour dire la chirurgie. Mais sur le plan réglementaire, il y a un DESC de option chirurgie. Oui, mais ça n'est pas du tout. À quoi il sert ? Il sert, option chirurgie, oui, il sert aux gynécologues accoucheurs pour qu'ils fassent de la chirurgie cancérologique. Monsieur Parc, avec tout le respect que je vous dois, le souci majeur de mes internes aujourd'hui, c'est lorsqu'ils font le DESC de cancérologie, ils ont l'option 2 ouverte uniquement, qui est la chirurgie. Donc, ce qui veut dire qu'ils passent un diplôme pour être chirurgien cancérologue. Ceux qui ne l'ont pas peuvent tout... Mais non, attendez, je veux bien, je sais que votre souhait est le même que le nôtre. C'est-à-dire de protéger la cancérologie chirurgicale. Le souci majeur, aujourd'hui, ce sont les textes. Et les textes qui sont appliqués à la lettre, c'est-à-dire qu'il y a un diplôme qui s'appelle de cancérologie chirurgicale, et ceux qui ne l'ont pas n'ont pas ce diplôme. C'est simple. Si cela arrivait, nous aurons des validations des acquis de l'expérience, et je vous promets que les jurys donneront systématiquement l'équivalence du DES de cancérologie chirurgicale. Bertrand Millat. Je ne sais pas d'où ça sort. Je n'ai pas connaissance d'un DESC de chirurgie cancérologie. Je suis... Voilà. Il y a un DES de cancérologie, mais pour les gynécologues. Non. Tous les chirurgiens. Tout le problème ne vient pas du DES ou du DSC, le problème il vient du Conseil national de la cancérologie. Le Conseil national de la cancérologie, qui est une entité autoproclamée qui essaye de produire un certain nombre de règles, a notamment produit tout ce qui est actuellement une menace, notamment pour les urologues, par rapport aux prescriptions de la chimiothérapie de première intention, qui est le fait qu'il
il considère que pour avoir le droit de prescrire en première ligne une chimiothérapie, il faut avoir une validation d'acquis d'expérience avec un certain nombre d'items qu'ils ont produits. Et ils sont actuellement en train de faire la liste de ceux qui auraient ou qui n'auraient pas le droit de prescrire ces chimiothérapies. Et à mon avis, c'est là le vrai problème. Non, mais alors, je me permets je suis désolé, parce que j'ai vraiment pas mon habitude de contredire les choses. Aujourd'hui, la primo-prescription n'est absolument pas une hérésie. C'est une réalité. Aujourd'hui, les urologues qui n'ont pas la compétence de cancérologie option 1 ne peuvent pas prescrire l'hormonothérapie de nouvelle génération. C'est un énorme problème. Deux possibilités qui sont complètement différentes. Il y a la VAE universitaire. Cette VAE universitaire a été complètement chaperonnée par le Collège des cancérologues. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous n'avons pas le droit en tant que chirurgien, sauf les gynéco-obstétriciens, aucun chirurgien, de l'ORL au vasculaire en passant par la chirurgie digestive, la thoracique, bref, toutes les chirurgies, aucun n'a le droit d'aller dans l'option 1, qui est l'option médicale. C'est l'annexe 4' qui a été faite en 2004 et qui bloque tout. Probablement, nous n'avons pas fait attention, mais cette voie-là est complètement bloquée. La deuxième voie que défend M. Park, et je l'en remercie, c'est la voie du Conseil national de l'ordre, qui n'est pas une VAE, qui va être une habilitation. Mais aujourd'hui, alors que le décret est paru juste à la veille de l'élection, des nouvelles élections, c'est-à-dire juste avant l'élection de François Hollande, l'arrêté qui donne la possibilité au Conseil de l'ordre de mettre en place les jurys n'est toujours pas paru. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le Conseil de l'ordre, et je parle sous la responsabilité de M. Park, ne peut pas donner d'habilitation de cancérologie aujourd'hui, alors que le décret existe, mais l'arrêté n'est pas passé. Alors, François-René Pruvot, puis Olivier Gouet-Buissonnière, puis Marc Lescar. Oui, avant-dernière rangée. Donc je voudrais vous répondre avec ma casquette de la CNIPI et du groupe interministériel sur la réforme du troisième cycle. D'abord, je voudrais vous féliciter parce que l'urologie est un exemple en matière d'analyse démographique et à terme, notamment pour la réforme, toutes les disciplines qui demanderont à positionner leur maquette devront, et notamment le nombre d'internes pour entrer aux ECN dans la filiarisation, devront produire une enquête démographique aussi bien faite que la vôtre. Mais je voudrais vous répondre un peu de la même manière que Roland Park. Je veux dire, votre combat pour la préservation d'une compétence cancérologique dans la discipline est évident, mais l'excès nuit en tout. Je pense que vous êtes allé un petit peu trop loin. Dès lors que dans votre maquette, de votre référentiel formation, il y a la chirurgie du cancer du rein, il y a la chirurgie du cancer, vous êtes protégé. Je veux dire que c'est ça, la réponse intelligente. Alors, je veux dire, pas à nos collègues cancérologues, mais enfin, je dirais au bon sens, c'est d'intégrer dans les maquettes de DES, comme nous allons le faire un peu plus que nous le faisions auparavant en chirurgie digestive, des modules complets de chirurgie cancérologique que nous faisions depuis la nuit des temps. Le seul vrai problème, c'est la primo-prescription. Et donc là, c'est la question que je voudrais vous poser. Il y a une question politique majeure, notamment dans le cadre de la réforme. Êtes-vous prêts, comme les pneumologues, comme les dermatologues, comme d'autres disciplines, à discuter avec les cancérologues sur la question de la primo-prescription et la remettre en cause via le desk qui n'est pas accessible facilement à nos internes pour dire, dès le moment que dans nos propres DES ou DESC, il y a des modules co-gérés par les cancérologues et nous-mêmes, alors la primo-prescription serait ouverte à nos internes. C'est probablement ça la voie de l'avenir. Je suis tout à fait d'accord. Je crois que un des gros problèmes aussi, c'est de définir la primo-prescription. Aujourd'hui, on parle de chimiothérapie, et cette chimiothérapie qu'on a connue cytotoxique avec l'hospitalisation en cancérologie a complètement évolué. On est maintenant sur des traitements ciblés qui se donnent en consultation. Tout à fait. Des traitements, voilà. Les hépatogastroentérologues ont le même problème, parce que je rappelle toujours la phrase humoristique de Jean-Yann, quand j'entends le mot culture, je sors mon transistor. Quand j'entends le mot carcinome hépatocellulaire, je pense cirrhose.
Et les cancérologues sont moins compétents en matière de cirrhose que les hépatologues, c'est évident. Et toutes les nouvelles molécules sont aux mains des hépatologues et non pas des cancérologues. Bien sûr. Alors, Olivier Hugo-Brissonnière et puis Marc Lescar. C'était juste pour dire que je rejoins ce qu'ont dit les uns et les autres et que le combat que mène Thierry, on le connaît, et que la réflexion, le rôle du Conseil national autoproclamé qu'a évoqué Bertrand, il est tout à fait vrai. D'ailleurs, c'est une structure que nous n'avons pas pris comme conseil professionnel parce qu'elle regroupait des médecins, des oncologues médicaux, mais surtout des structures. La fédération hospitalière, l'INCA, etc. Donc on ne les avait pas pris. Et par contre, j'avais discuté à l'époque, en représentant la fédération des spécialités, mais c'est-à-dire tous, pas que les chirurgiens, j'avais vu la volonté très claire et nette à l'époque, je vous promets, et Bertrand, qui est au conseil d'administration aussi de la Fédé, le sait, j'avais vu la volonté de conquérir cette primo-prescription, qui n'est pas la chimiothérapie, et d'attirer et de faire partir un peu les malades. Et ça a posé des problèmes à travers ce DESC 1 quand même, ce DESC 1 que j'ai appris à connaître, pas seulement à travers les urologues, mais à travers les pneumologues, à travers ce dont il parlait, la FSN2O. Et pour en terminer, Jean-René vient d'évoquer l'intérêt de faire se parler les gens, et ce matin encore, ou hier, je ne sais plus, il y a un mail qui m'est arrivé de la FSN2O, et les urologues ont même répondu du Japon, certains. Nous allons organiser, c'est très bien ça, Jean-René, on va faire une petite réflexion entre les oncologues médicaux et les urologues et les autres spécialistes d'organes, parce que c'est quand même un sujet très important. Alors, Marc Lescar. Oui, je veux un petit mot au nom de la Société de chirurgie thoracique et cardiovasculaire. Parce qu'on a une petite expérience comme ça des études démographiques depuis une dizaine d'années, puisqu'on essaie de tenir à jour le fichier des gens qui sont en exercice, en exercice sur le terrain. Au début, on a rencontré les mêmes difficultés que vous pour dénombrer les chirurgiens cardiaques, thoraciques, avec une grande divergence entre la CNOM, la DELI, etc. Et puis en allant sur le terrain chercher qui fait quoi, on finit par avoir un fichier qui est très stable et qu'on remet à jour en permanence à travers notre secrétariat. En comparant les gens formés et les gens en place, eh bien en France, il y a 274 chirurgiens cardiaques en exercice. Donc la chirurgie cardiaque est pratiquée par 274 individus. Le taux de renouvellement théorique est à peu près de 10 par an, mais si on regarde sur les 5 années à venir, il n'y a que 5 seniors chaque année qui vont arriver à l'âge de la retraite. Parallèlement, il va y avoir 10 chefs de clinique formés avec 4 ans de clinica qui vont arriver sur le marché. Ça veut dire que chaque année, à partir de maintenant, il va y avoir 5 chefs de clinique qui n'auront aucun poste à la sortie de leur clinica. Pendant 5 ans consécutifs, c'est-à-dire que même s'ils se vieillissent, ils auront leurs petits camarades qui vont leur arriver dans le dos. Yves Aigrin. Oui, je représente les chirurgiens pédiatres. Et à propos de la communication de Thierry, nous avons une étude démographique qui est à peu près aussi finalisée et fiable et publique que celle des urologues. Nos difficultés, et il les a quelque part illustrées, sont d'une part liées aux spécialités frontières. Tu n'as plus du tout fait apparaître la pratique pédiatrique par les urologues, qui était importante, qui n'existe plus, et d'ailleurs on ne voit plus les urologues dans nos services durant leur formation. Donc on a une délimitation du champ qui est à faire. Et il y a une deuxième difficulté, c'est que nous pensons qu'il y a une place dans certains domaines de notre spécialité pour que des gens venant d'autres disciplines chirurgicales pratiquent dans nos unités la chirurgie. C'est vrai de l'urologie, probablement. C'est encore plus vrai de l'orthopédie, où 75% des orthopédistes pédiatres formés sont issus du desk d'orthopédie. Et donc il y a une vraie réflexion en commun à avoir sur la possibilité d'avoir, je m'en étais ouvert à la CNIPI, d'avoir plusieurs portes d'entrée à la formation avec un exercice unique à la fin, et sur les domaines de compétences que tu as évoqués, qui ont évolué, parce que vous n'avez plus besoin de faire de la chirurgie pédiatrique pour vivre, probablement,
et puis parce que les contraintes anesthésistes, et puis parce que tout ça. Mais ceci, il faut, je pense, qu'on le clarifie entre nous. Merci beaucoup. Merci Thierry Lebret. Je pense qu'on peut l'applaudir.